Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Nous sommes le 13 février 2015. Donc aujourd'hui pour la présentation, évidemment on va parler de ce qui s'est passé cette semaine concernant la situation en Ukraine. On sait qu'on a eu une rencontre à la ville de Minsk où les Russes, les Français, les Allemands se sont rencontrés et par la suite il y a eu aussi un appel conférence qui était fait avec ce trio et le président ukrainien actuel. Mais pour bien comprendre la situation, je pense qu'il faut prendre un autre point de vue que celui qui nous est soumis par les médias. En fait, les médias qui préfèrent, ont deux options, soit de ne pas parler d'un sujet important ou de trafiquer le sujet pour, mentir à la population sur les véritables enjeux de la situation actuelle. Parce qu'on s'est fait bombarder depuis les dernières années concernant l'Ukraine. On nous a parlé de la Russie comme étant, le grand méchant loup dans toute cette histoire-là. Et on oublie, les conditions générales, les conditions historiques dans lequel on se trouve. Et pour faire un petit discours d'introduction, il faut se rappeler que nous sommes maintenant, c'est-à-dire vous, moi, tous les gens de la planète, nous sommes dans l'effondrement d'un système économique impérial mondial. Donc le système représenté par les factions financières de Wall Street et surtout les factions financières de la City de Londres et plusieurs de ces banques qu'on appelle too big to fail ou aussi les factions de la monarchie britannique sont en plein effondrement. Leur système impérial, leur système de pillage, leur système d'oppression, de dictature est en train de s'effondrer. Et du même coup, plusieurs nations, dont notamment la Russie et la Chine, mènent la bataille pour laisser tomber ce système impérial, ou plutôt l'aider à tomber plus vite, et permettre la construction d'un nouveau système basé sur le bien commun et la créativité humaine, comme le stipule depuis déjà plusieurs décennies l'économiste américain Lyndon LaRouche, qui est l'économiste moderne qui a su identifier la véritable cause du développement économique, ce qui est en fait la promotion et le développement de la créativité humaine à travers les générations. Donc on va évidemment reparler de ça. M. LaRouche avait beaucoup à dire cette semaine et la semaine dernière concernant la mobilisation internationale du mouvement LaRouche, mais aussi un point très important qui est un faux choix que la population a à faire, c'est-à-dire le faux choix entre la dictature de la minorité, ou ce qu'on pourrait appeler la volonté de la minorité, donc la volonté d'une oligarchie ou d'une oligarchie financière, par exemple, ou la dictature de la majorité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que pour se sortir de l'impérialisme, doit-on simplement laisser tomber ou se débarrasser plutôt des dirigeants corrompus qui nous gouvernent et de remplacer cette gouvernance corrompue par une espèce de politique de référendum, ce que certains appellent une démocratie directe, comme étant la solution à nos problèmes. Et évidemment, je vais en parler plus tard, mais dans les deux cas de dictature, on a affaire à une dictature de l'ignorance et une dictature de l'arbitraire, plutôt qu'une politique où la raison prime et où la population, autant la minorité que la majorité, se penche sur la véritable alternative, donc les véritables politiques, plutôt que les politiques défendues par un groupe pour différentes raisons populistes ou arbitraires. Donc, on va beaucoup en parler vers la fin de notre présentation, mais je tenais à le dire maintenant, l'analyse de M. LaRouche va être cruciale
pour se sortir de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, on a évidemment, comme je disais, les différentes rencontres qui ont eu lieu concernant l'Ukraine. Donc, le danger de guerre, là, pas simplement une guerre civile, mais le danger de guerre, en fait, entre les États-Unis et la Russie autour de l'Ukraine. On va aussi parler de la bataille aux États-Unis pour la déclassification des 28 pages d'un rapport du Congrès sur le 11 septembre qui aiderait, en fait, à exposer le rôle de l'Empire britannique et de l'Arabie saoudite dans les événements du 11 septembre et donc dans le financement et l'appui au terrorisme international actuel. Aussi, on va vous parler de la fameuse, de la nécessité de la réforme du système financier international et on va prendre comme exemple ce qui s'est passé récemment en Grèce avec le nouveau gouvernement qu'ils ont là-bas, le gouvernement du parti Syriza avec, en coalition avec le parti des Grecs indépendants. Donc, on va parler de ça et évidemment la nécessité de détruire Wall Street, de pas simplement la réformer, mais de s'en débarrasser une fois pour toutes et de ressusciter une politique de renaissance. Et le mouvement Larouche est en fait l'expert dans cette tâche-là, M. Lyndon Larouche, qui représente en fait 50 ans de promotion et de développement d'un concept économique universel. Donc, de ce qu'on M. Larouche appelle la science de l'économie physique, qui est représentée maintenant par la mobilisation des nations du BRICS, et j'ai nommé le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, ainsi que l'Afrique du Sud. Et évidemment, on va parler de ça. Mais pour commencer, allons tout de suite dans certains détails de ce fameux accord de Minsk. Donc rappelons certains événements. On a eu une première conférence de Minsk au mois de septembre 2014, où il y avait des représentants de l'Ukraine, il y avait des représentants aussi des républiques populaires de Donetsk et Lubansk, donc la région où se situe le conflit en Ukraine, donc la section est du pays. Donc, évidemment, on avait pris certaines mesures à l'époque, on a essayé d'avoir un certain pourparler diplomatique pour la paix, etc. Ça n'a pas vraiment fonctionné, et là, cette semaine, on a eu une rencontre entre la Russie, l'Allemagne et la France pour discuter diplomatie, qui a été suivie par la suite avec un appel téléphonique incluant l'Ukraine, donc une conférence téléphonique qui a duré un bon bout de temps, qui a mené à une rencontre mercredi de cette semaine entre les mêmes groupes, entre les quatre pays, qui a duré assez longtemps, mais en fait à travers lequel on a réussi à articuler une espèce de cessez-le-feu avec certains accords justement pour mettre en place les accords de Minsk qui avaient été discutés au mois de septembre. Donc on a parlé par exemple d'un cessez-le-feu avec les deux régions Donetsk et Lugansk, pardon, pas Lubansk, mais Lugansk, qui commencerait à partir de demain. Donc en fait à minuit le 14 février. On retirerait l'artillerie et les armes lourdes de la région conflictuelle en créant une zone, un buffer zone comme on dit, d'environ 50 km. Et aussi, les forces de Kiev s'engagent à se retirer des régions de Donetsk et Lugansk jusqu'à une certaine limite d'engagement. À ça, on peut ajouter aussi, je pense, le fait important, c'est que on a parlé justement de provisions pour l'amnistie pour certaines personnes, des échanges de prisonniers et aussi de l'aide humanitaire pour la région de Donbass. Aussi, Kiev s'est engagé à redonner les salaires, les pensions et à faire refonctionner le système bancaire dans cette région-là. On se rappelle que ça avait été suspendu par le gouvernement ukrainien et que ça avait causé évidemment une situation humanitaire horrible où les personnes âgées n'avaient plus accès à leur pension, sans salaire, avec des bombardements, etc. Donc, la guerre civile.
Et aussi dans la déclaration conjointe, l'Allemagne et la France s'engagent aussi à aider pour faire refonctionner le système bancaire ukrainien pour justement le permettre que tout le monde ait accès à l'argent, que tout le monde puisse commencer à se développer, avoir accès à des prêts, etc. Et aussi un autre point important, c'est que tous les soldats étrangers, les mercenaires, doivent quitter avec leurs armes, doivent quitter l'Ukraine. Donc un point très important, comme on le sait, l'OTAN, et pas simplement l'OTAN, mais aussi on a des forces en Ukraine. Donc il y a on parle d'armer l'Ukraine et d'envoyer des troupes de l'OTAN depuis déjà un bout. Mais on sait que en fait plusieurs soldats en Ukraine qui travaillent avec les forces mercenaires néo-nazis proviennent en fait de différentes régions, d'autres régions conflictuelles, dont l'Afghanistan, dont aussi la Syrie, et qui sont venus en fait aider pour combattre la Russie. Et comme notre mouvement l'a démontré plusieurs fois, ce conflit en Ukraine, en fait, cet accord de Minsk, cet accord pris cette semaine entre les quatre nations nommées, incluant la Russie, c'est déjà c'est un grand pas. Cependant, évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On sait que, en fait, depuis déjà un bon bout de temps, depuis la guerre froide, les États-Unis, l'Angleterre et le Canada, par exemple, mais les forces autour de l'OTAN sont en train d'entourer la Russie, de créer des poches, des poches de l'OTAN un peu partout. Et c'est en fait pourquoi on voulait, pourquoi les forces de l'Occident voulaient que l'Ukraine se joigne à l'Union européenne et par la suite se joigne à l'OTAN. Et les Russes savent très bien, notamment dans un article qui était publié le 4 février dernier dans le Moscow Times, où on parlait du fait que les Russes comprennent que si les États-Unis envoient des armes à l'Ukraine, que eux vont comprendre ça comme étant une déclaration de guerre. Donc, selon certains experts de la Russie. Et de plus, on a un article dans le magazine Der Spiegel en ligne en Allemagne dimanche dernier, intitulé « La crise entre la Russie et l'OTAN. Le spectre nucléaire est de retour ». Donc, dans cet article, il est question que l'Ukraine, en fait pas l'Ukraine, mais l'OTAN et la Russie sont de retour dans une période de guerre froide, que la collaboration sur la sécurité nucléaire a cessé et que le téléphone rouge, ou ce qu'on peut appeler en anglais la hotline, donc c'est-à-dire une ligne entre les deux nations concernant les crises potentielles, cette ligne-là n'existe plus. Et donc l'article qui réitère un événement en 1995, alors que la Norvège avait créé un incident en envoyant un missile dans le ciel. À l'époque, les Russes, en 1995, avaient pris une décision à savoir est-ce qu'ils devaient contre-attaquer ou non. Donc cette décision-là a été prise en moins de 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est quand même pas beaucoup. Mais aujourd'hui, le temps disponible est encore moindre que ça. Et dans l'article, on a l'ancien ministre des Affaires étrangères russe, dénommé Igor Ivanov, alors qu'on lui avait demandé si, par exemple, un événement comme celui de 1995 se répétait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Donc, M. Ivanov a dit « Je ne suis pas sûr que la bonne décision pourrait être prise. Aujourd'hui, le danger de guerre est beaucoup plus grand. » Donc, en 1995, on se rappelle que c'était pas un Barack Obama démentiel qui était à la présidence, mais on avait la faction Clinton qui avait des bonnes relations avec la Russie à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la situation est tout à fait différente et le danger de guerre est très présent. La folie causée par cet effondrement du système financier est très présente. Donc, on a une faction impériale qui est prête à tout risquer pour en fait détruire l'opposition à son système.
Et comme on le voit justement avec la situation en Grèce, où quand on regarde l'Europe dans son entièreté, on a une Europe qui était soumise, non pas militairement, mais financièrement, comme une colonie, par des factions financières, dont la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, le Fonds monétaire international et le système de Wall Street et de la City de Londres, qui ont imposé, depuis la création de l'euro en fait, des contraintes financières pour miner, voire détruire la souveraineté de ces nations. Donc l'euro qui est en fait une fausse excuse pour en fait changer la politique européenne. À un moment où, on se rappelle en 89, quand on a eu l'effondrement du mur de Berlin, le chancelier de l'époque, Helmut Kohl, et aussi des dirigeants de la banque allemande, donc la Deutsche Bank, parlaient d'un renouveau économique pour toute l'Allemagne. On parlait de reconstruire l'Allemagne. Donc on avait un environnement très optimiste. Cependant, pas l'Allemagne, mais la France, les États-Unis et l'Angleterre n'y voyaient pas du même œil et ont préféré crier au retour du 4e Reich si l'Allemagne se développait, ce qui était vraiment une propagande horrible à tenir à ce moment-là. Mais Margaret Thatcher en Angleterre, George Bush Senior aux États-Unis, François Mitterrand en France ont tenu bon. Et au lieu d'avoir une reprise économique phénoménale pour l'Europe, on a eu en fait la prison de l'euro avec le traité de Maastricht, les restrictions financières en termes d'investissement et graduellement, évidemment, on n'a pas changé le système mondial, on a continué à spéculer, on a continué à jouer avec l'économie réelle et aujourd'hui, l'Europe est devant une impasse. Mais heureusement, le nouveau gouvernement grec, mené par le parti Syriza et le parti des Grecs indépendants, est en train de formuler une potentielle alternative pour sauver toute l'Europe, non pas simplement la Grèce elle-même. Parce que le gouvernement comprend que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement la dette de la Grèce comme étant un mauvais élève de l'Europe, mais c'est que toute l'Europe est en faillite. Toute la dette européenne doit être réorganisée selon la conférence qui a eu lieu en 1953, la conférence de Londres, durant laquelle on avait réorganisé la dette de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et dans laquelle on avait fixé certaines restrictions pour permettre le développement économique de l'Allemagne et de faire du paiement de la dette quelque chose de rationnel. Donc, ce qui a amené l'éradication de la dette allemande par 60%. Donc, ce qui est aujourd'hui, si vous dites ça à un économiste, il va mourir sur le coup. Mais c'est ce qui a été fait à l'époque, parce qu'à l'époque, on voulait reconstruire. On ne voulait pas punir, on ne voulait pas imposer arbitrairement le paiement d'une dette sur la vie d'une population. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Grèce maintenant, on a eu en fait l'audace du ministre grec des Finances, dénommé Yanis Varoufakis, qui s'est rendu dans plusieurs capitales européennes récemment pour présenter la politique de son gouvernement, qu'on peut résumer en quelques points, où la Grèce conteste les conclusions de la Troïka. Et pour la Grèce, il ne s'agit pas d'une crise de liquidité qui frappe simplement la Grèce, mais qui frappe en fait toute l'euro. C'est une crise d'insolvabilité. Donc le système financier en soi, c'est pas qu'il lui manque de l'argent, c'est que le système est pourri dans son entièreté. Donc ça, c'est un des points. La Grèce aussi qui exige qu'on fasse pour la Grèce une procédure de faillite ordonnée. Donc une réduction de la dette, ou au moins du poids de la dette, et d'avoir aussi un plan de relance. Donc la Grèce refuse, dans les conditions actuelles, de s'endetter encore plus, parce que de toute manière, depuis 2010, la Grèce n'est plus en possibilité de repayer sa dette. Donc la Grèce refuse de poursuivre une politique d'austérité comme le demande la BCE, le Fonds monétaire international et les autres, parce que cela a aggravé la récession
et a créé une crise humanitaire dans le pays. Donc, comme on le disait, la Grèce exige une conférence sur la dette européenne, à l'image de celle de Londres de 1953. Et la Grèce propose, en fait, pour toute l'Europe, une politique de relance par l'investissement dans l'infrastructure. Et ça qui est évidemment un clin d'œil aux nations du BRICS. Donc, sachant que certains membres du gouvernement grec sont allés récemment en Russie et en Chine. Évidemment, la réponse des autres capitales européennes a été de dire non, nein, no, ou d'autres termes similaires accompagnés d'un discours de langue de bois avec des sophismes, avec des fausses menaces, etc. Donc, la Grèce poursuit sa bataille et le premier ministre grec, Alexis Tsipras, quant à lui, continue d'avancer. Il a montré dans son dernier discours, le 8 février, devant le Parlement grec, il a dit « Nous n'avons qu'un engagement, servir les intérêts du peuple et garantir le bien-être de la société. » Et il a aussi dit que son gouvernement prenait la décision irrévocable d'honorer toutes ses promesses de campagne, qui sont évidemment des promesses anti-austérité. Et donc Tsipras continue, il a précisé que le gouvernement grec ne veut pas prolonger le plan de sauvetage des banques, donc ce qu'on appelle en anglais les bailouts, donc les politiques de renflouement, car selon lui, ce serait une extension des erreurs et du désastre. Donc le gouvernement grec qui cherche à obtenir un crédit relais, le temps de mettre en place un accord mutuellement acceptable avec les créanciers, à l'image de ce qui a été fait en Argentine en 2003, où la dette a été réorganisée et on a fait un plan, on a montré un projet de paiement aux créanciers et on leur a dit c'est ça ou rien. Ce qui prime, c'est la population. Donc, les créanciers ont dit oui pour la majeure partie de ceux-ci. Donc, en fait, le premier ministre grec qui continue en disant bien que nous n'ayons pas l'intention de menacer la stabilité en Europe, nous ne négocierons pas la souveraineté nationale. Donc un très bon point parce que c'est ça qui est en jeu, c'est la souveraineté nationale et que on peut avoir une Europe unie en ayant des nations souveraines. On n'a pas besoin de laisser tomber la souveraineté pour se mettre en groupe et de laisser le système financier international, donc le système impérial, décider à la place de tout le monde. Donc voici la situation en fait en Europe. On dirait le point important, ça va être la Grèce. Qu'est-ce que la Grèce a décidé de faire? Qu'est-ce que la zone européenne va décider de faire dans cette situation-là? Parce qu'on sait que, par exemple, on a la France et l'Allemagne qui continuent malheureusement à tenir la ligne dure contre la Grèce, mais qui semblent vouloir aider dans la situation avec la crise en Ukraine. Cependant, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir une paix en Ukraine sans penser à libérer l'Europe du fascisme financier. Et vice-versa, donc, on ne peut pas sauver l'Europe financièrement sans avoir de paix dans la région de l'Ukraine et évidemment plus précisément une paix de long terme entre la Russie et l'OTAN, donc les États-Unis et l'Angleterre. Donc tout ça doit se faire en même temps. Il n'y a pas de double mesure. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur la véritable faction impériale qui est derrière le système financier et qui est en train aujourd'hui de promouvoir soit une guerre avec la Russie, donc utilise l'OTAN pour cette guerre-là, et aussi utilise et promeut le terrorisme international sous différentes formes, que ce soit les factions néo-nazis en Ukraine, qui ont pris une certaine partie du pouvoir grâce à l'assistante du secrétaire de l'État aux États-Unis, une certaine Victoria Nuland, qui avait été coincée. On avait on avait plutôt posté un de ses appels téléphoniques qu'elle avait fait avec certains de ses représentants européens en disant que, en fait, en élaborant sur le coup d'État qui allait naître en Ukraine. Donc, ces néo-nazis-là, qui est une forme de terrorisme, mais aussi, évidemment, le terrorisme à caractère islamiste,
Et de plus en plus dans les médias, on commence à voir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de pression sur l'Arabie Saoudite, comme étant non simplement un financier des groupes terroristes, mais un promoteur de l'idéologie wahhabite, qui est une idéologie extrême qui se veut, qui dit naître de l'islam, mais qui est en fait une faction extrême oui, une faction très violente où les femmes sont opprimées, pas de démocratie, etc. Donc récemment, depuis non pas récemment, mais depuis déjà quelques années, le mouvement Larouche avait mis l'accent, avait mis la lumière, avait fait la lumière sur le rôle de l'Arabie Saoudite dans l'appui au terrorisme international, mais pas simplement l'Arabie Saoudite, l'Angleterre aussi. Et même qu'en l'an 2000, on avait eu une lettre, le mouvement Larouche a produit une lettre demandant aux États-Unis de mettre la Grande-Bretagne sur la liste des États qui appuient le terrorisme, une lettre qui avait été appuyée par aussi des lettres en provenance de la Russie et de l'Égypte, entre autres, demandant à ce que, des lettres qui avaient été envoyées à l'Angleterre pour leur demander d'arrêter d'appuyer, que ce soit de manière financière ou culturelle ou autre, des groupes terroristes qui ramassaient des fonds en Angleterre, en Grande-Bretagne plus généralement, et qui retournaient dans les pays du Proche-Orient pour semer la pagaille, ou en Tchétchénie, ou d'autres places comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe maintenant aux États-Unis, c'est que depuis quelques mois, on a eu l'accentuation, l'accélération d'une campagne pour exposer les 28 pages d'un rapport sur le 11 septembre, produit par le Congrès américain, et qui, en fait, toucherait le rôle de l'Arabie Saoudite dans le financement du terrorisme qui aurait causé le 11 septembre 2001. Donc, en fait, les hijackers, les preneurs, ceux qui ont pris les avions, qui ont pris les otages dans les avions et qui ont emmené les avions dans les tours à New York et sur le Pentagone, certains d'entre eux étaient d'origine d'Arabie Saoudite. Et on sait maintenant que certaines personnes de l'Arabie Saoudite ont aidé à financer le terrorisme qui a causé le 11 septembre et le terrorisme en général. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que il y a des avocats qui agissaient pour le compte des familles victimes du 11 septembre 2001, qui eux ont déposé une requête devant un tribunal américain le 3 février dernier pour obtenir que soient maintenues les poursuites contre l'Arabie Saoudite concernant le 11 septembre. Parce que l'Arabie Saoudite dit de son côté que le rapport du 11 septembre les absout de tout doute, ce qui est en fait faux, parce qu'il y a certains des membres de la commission du 11 septembre de l'époque qui disent qu'ils n'avaient pas eu l'accès à toutes les informations nécessaires. Donc, on a une requête qui est d'environ de 4000 pages, et il y a aussi, accompagnant ces 4000 pages-là, une déposition de peu près une centaine de pages de un certain Zacharias Moussaoui, qui est l'un des prétendants kamikazes de l'air, qui a été arrêté quelques semaines avant les attentats et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison américaine. Et dans sa déposition, Moussaoui affirme avoir fait la navette à plusieurs reprises entre Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, et les États-Unis avant les attentats, agissant en tant que coursier, livrant des lettres et des chèques signés entre Oussama Ben Laden et le prince Salman. Pour ceux qui ne connaissent pas le prince Salman, encore, c'est M. Salman qui est devenu le nouveau roi d'Arabie Saoudite après le décès de son demi-frère, le roi Abdallah, le 23 janvier de cette année. Donc, le monde, comme on dit, le monde est petit. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais comme on le dit, et comme le mouvement Larouche l'a maintenu depuis déjà un bon bout de temps, il faut exposer ce rôle de l'Arabie Saoudite et de l'Angleterre, de l'Empire britannique, derrière le financement du terrorisme, sans quoi le terrorisme va se poursuivre, le danger de guerre mondiale va se poursuivre, et la crise économique va se poursuivre, parce que quand on parle d'Empire britannique, on parle de tout ça.
Donc les gens qui veulent détruire la souveraineté des nations, qui est en fait la définition de l'impérialisme, vont le faire de deux manières, soit de manière militaire ou de manière économique. Et en fait, la manière économique souvent est beaucoup plus rapide que la manière militaire. Donc voilà pour les États-Unis. Et c'est important de prendre tout ça. On a mentionné plusieurs choses. Mais il faut se rendre à l'évidence. La population à qui l'on parle, les gens qui nous entourent, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Est-ce que les gens qui crient justement contre l'impérialisme, qui crient contre l'austérité, qui font des manifestations, est-ce que ces gens-là savent de quoi ils parlent? Et c'est là où l'analyse de M. Larouche est très importante, parce qu'il faut le rappeler, M. Lyndon LaRouche est reconnu mondialement comme étant sûrement le meilleur économiste au monde, ayant été capable de faire certaines prévisions à travers les différentes décennies, des prévisions d'effondrement économique qui lui ont justement montré en fait à la population mondiale qu'il avait une connaissance que d'autres n'avaient pas, alors que la majorité des économistes étaient incapables de faire des prévisions justes parce que les économistes utilisent des statistiques monétaires, des statistiques financières en général. Et M. Larouche n'utilise pas ça pour faire ses prévisions. Au contraire, on parle évidemment d'une approche beaucoup plus rigoureuse sur, en fait, une étude de la culture des peuples et aussi une compréhension de l'économie physique. Parce que c'est en regardant justement la notion d'économie physique, comme le dénote M. Lyndon LaRouche, c'est-à-dire une économie physique, en fait, est une économie qui va mettre au centre de ses préoccupations la créativité humaine. Donc, en fait, que la seule ressource qui est digne de ce nom, qui est digne du nom ressource, ce n'est pas le pétrole ou même l'uranium ou le plutonium, peu importe, ou le charbon ou même l'eau, il s'agit de la créativité humaine. Il s'agit de cette ressource inépuisable où l'être humain arrive à travers des découvertes, à travers justement la remise en question des axiomes présents dans la société, va être capable de faire une découverte d'un nouveau principe et d'appliquer ce nouveau principe-là dans la société afin de transformer non seulement les conditions physiques, mais aussi la conception que les gens ont d'eux-mêmes, donc de transformer la culture. Et qu'on pense par exemple à une simple découverte, la simple découverte que la Terre ne se situe pas au centre du système solaire. C'est le type de découverte scientifique qui en fait des répercussions autant théologiques que culturelles. Mais aussi, évidemment, on peut regarder quand on pense au développement aujourd'hui, au potentiel développement de la fusion nucléaire, promu beaucoup par les Chinois et par les Russes. Cette découverte de la fusion nucléaire va permettre de complètement transformer toute la société d'un point de vue encore plus important que, par exemple, la découverte de l'électricité ou l'utilisation de l'électricité a pu transformer les nations de ce monde qui ont tout transformé la méthode de production et même aussi transformer notre conception de l'être humain. Parce qu'on a affaire, quand on a de grandes découvertes, c'est là où la conception bestiale de l'être humain est mise de côté et même ridiculisée. Donc on voit que l'être humain n'est pas un animal, mais est un être créatif qui représente en fait un saut dans le potentiel développement de pas simplement la Terre, mais du système solaire, mais de l'univers dans son entièreté. Donc M. Larouche a parlé récemment, le 3 février, dans une discussion qu'il a eue avec le leadership américain du comité d'action politique de Larouche. Donc j'ai deux citations à vous donner, une qui est beaucoup plus longue, mais c'est très important de pouvoir travailler là-dessus parce que, bon, premièrement, la première citation de M. Larouche va comme suit. Il dit « Certaines choses semblent inévitables, mais en fait, ces choses ne sont pas inévitables.
Elle semble l'être. Parce que, en fait, le problème, c'est que les nations sont stupides. Et la première assumption qui est fausse, la première assumption fausse faite est de dire que nous allons comprendre l'avenir en se basant sur le présent et le passé. C'est là l'erreur fatidique. Le futur n'est pas déterminé par le passé ni le présent. Pareille assumption fausse représente une ignorance du caractère et de la destinée de l'être humain comme étant distinct, comme étant différent de celui de l'animal. Donc, M. Larouche continue, il dit, dans des périodes de conflits intenses, comme aujourd'hui, le futur se trouve dans une sphère plus élevée. Le futur se trouve dans les choses qu'on n'a jamais connues auparavant, dans les choses qui ne se sont jamais produites dans le passé. Donc, il faut aller dans une sphère supérieure qui est rarement prise en considération par l'opinion populaire. Le futur n'est jamais prédit par le passé. Ça, c'est une loi. Et c'est une loi qui est très peu reconnue. Le présent, incluant la situation présente, n'est pas inévitable. Cependant, ça, c'est une leçon qui n'a pas été apprise. Ce n'est pas la persuasion générale et ça ne fait pas partie de la sagesse de la population en général. Donc, notre travail, à nous, est d'inspirer les peuples de reconnaître cette leçon. Seulement en reconnaissant cette leçon, pourra-t-on reconnaître la solution et reconnaître quelle est l'alternative au système impérial actuel. Et cette conception est pratiquement inconnue au niveau international. Et le manque de compréhension de cette leçon-là pourrait signifier la destruction de l'espèce humaine. L'espèce humaine est la seule créature qui est capable de créer l'avenir. Et il n'y a aucune autre solution qui existe qui ne sont pas basées là-dessus. Et c'est ça la leçon enseignée par Nicolas de Cuse et la méthode de Johann Kepler. Donc, c'est-à-dire que la mission de l'homme, un homme qui est imago viva Dei, qui était l'image de Dieu, comme le comprenait de Cuse, en fait, la mission de l'homme est de comprendre et d'appliquer en fait ses connaissances et de prendre le contrôle du système solaire comme l'expliquait Johann Kepler dans ses analyses, dans ses découvertes scientifiques. Donc, d'être véritablement humain, pour ce faire, il nous faut exposer les mensonges représentés par des assumptions qui vont mener l'espèce humaine à une autodestruction. Wall Street peut et doit être détruite. Obama peut et doit être retiré du bureau ovale de Washington. Le danger d'une guerre, d'une extinction humaine thermonucléaire sous la direction d'Obama peut et doit être empêché. Nous devons prendre les décisions d'amener les États-Unis et l'Europe dans une concordance universelle avec la grande masse humanitaire qui est assemblée aujourd'hui par les nations du BRICS. Nous avons les moyens de créer cette solution-là. Voici ce que nous devons faire. Donc, c'est pour ça qu'au début, je parlais, donc la citation est terminée, donc je parlais au début de cette dictature de la majorité versus une dictature de la minorité. Dans les deux cas, on a une dictature. On a une dictature d'idées arbitraires qui est basée selon un certain groupe, que ce soit un groupe minoritaire impérialiste ou une majorité populiste. Bref, si vous voulez connaître le remède pour un cancer, si vous voulez découvrir ce remède-là, vous n'avez pas besoin de faire un référendum. Vous devez au contraire développer la qualité de pensée dans une population afin que cette personne-là soit capable de faire des découvertes, donc des découvertes souveraines, et ainsi de trouver un remède
un remède, en fait, qui ne se situe pas dans les conceptions passées ou présentes, mais qui se situe dans une nouvelle hypothèse qui va permettre, en fait, de transformer le domaine, dans ce cas-là, dans le cas du cancer, dans le domaine médical. Mais quand on pense à l'économie, en général, c'est la même chose. Et c'est pour ça que le débat sur la fusion nucléaire est très important, parce que c'est un débat sur le futur de l'espèce humaine. C'est un débat non pas sur ce qu'on connaît de la fusion, mais sur ce qu'on doit connaître de la fusion pour l'utiliser et pour transformer, au niveau atomique, notre conception de l'économie physique et aussi transformer justement la capacité de production de l'espèce humaine en général. Et ce, peu importe votre race, votre culture. M. Larouche parle ici d'une mission pour l'espèce humaine et tout être, tout représentant de cette espèce humaine est créé à l'image de Dieu. Et c'est ce qui permet, ce qui est la seule base véritable pour un dialogue entre les cultures et l'application de nouvelles idées, des idées universelles, malgré le fait qu'il existe des différences dans le système, que ce soit un royaume, un système entre guillemets démocratique ou capitaliste, peu importe, communiste, socialiste. C'est pas vraiment ça qui est important. Tout ça, ce sont des détails, en fait. Ce sont des effets d'un processus historique, mais ce qui ne change pas est ce fait, selon Larouche, que l'être humain, que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Donc il a cette créativité qui lui permet de transformer son environnement et de transformer les conditions de vie dans lesquelles il se trouve. De changer les conditions de vie du présent, mais surtout de l'avenir. Et je voudrais terminer avec un extrait d'un autre mémo donné par M. Larouche, en fait une citation, toujours du 3 février 2015, dans lequel on parle de détruire Wall Street. Et pourquoi il faut détruire Wall Street, et qu'en fait la population en général ne comprend pas cette conception-là. On a malheureusement une population qui abdique à la logique monétaire impériale, donc va nier le développement de l'espèce humaine pour en fait se retrouver à essayer de comprendre l'univers, de comprendre le monde dans lequel il vit, basé sur le monétarisme. Donc, où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de croissance. Et ce genre de choses, ce genre d'idées un peu, des idées vraiment stupides, où la monnaie, ou l'argent, où les mesures financières prennent le dessus sur notre conception du développement humain. Donc, M. Larouche explique le 3 février. Il dit « Quel est l'enjeu maintenant? Quel est le combat que nous menons? » Bien, le combat essentiel que nous menons se situe concernant la puissance et la cupidité d'un système financier oligarchique. Voilà le combat. C'est Wall Street. Et qu'est-ce que Wall Street? Bien, c'est une bande de voleurs. C'est des tueurs et des voleurs. Mais les gens regardent Wall Street et sont émus, sont abasourdis, et ils disent « Oh, Wall Street, il faut leur donner leur argent, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut accepter leur logique, il faut accepter ce qu'ils nous disent. » Et là, les gens continuent, ils sont dans cette mentalité de mouton, et les gens disent « Ah, ben écoute, on n'aime pas ça, mais il faut changer le système. Il va falloir jouer le jeu. » Donc, nous devons nous soumettre, nous devons être pratiques, nous devons être réalistes. Il faut apprendre les autorités ce qu'ils vont nous laisser faire et ce qu'ils vont nous empêcher de faire. Et voilà comment il faut penser, et il faut dire, nous devons être pratiques. J'ai une famille à soutenir, j'ai une copine, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des obligations financières, donc il faut jouer le jeu. Mais en fait, ces familles-là, ces gens-là ne sont pas appuyés par le système de Wall Street. En fait, le système qui appuie la finance est en train de tomber, et ce d'une manière qui s'accélère de jour en jour. Donc, on a vraiment une folie, et les gens s'inquiètent
à propos de facteurs dans l'économie internationale qui sont les mêmes forces qui amènent le danger de guerre, mais que ce sont des conceptions qui se basent sur la cupidité. Donc, comment Wall Street et d'autres institutions similaires peuvent continuer d'essayer de se sauver comme ça, de prendre l'argent des gens pour se sauver d'une folie qu'ils ont créée eux-mêmes. Et ils sont prêts aussi à tuer tout le monde sur la planète carrément. Et de démarrer des guerres qui en fait pourraient justement détruire toute cette population-là. Parce que ces gens-là de Wall Street, ils regardent le présent, ils regardent la force de Wall Street, ils regardent justement la boule de cristal des gens de la finance. Et en fait, c'est là le problème. Le problème, il y a beaucoup trop d'attention portée sur Wall Street. Il faut détruire Wall Street. Et il y a une solution immédiate à ça, à cette situation-là. C'est qu'il faut dire aux gens, Wall Street doit partir. Si Wall Street ne part pas, c'est le reste de l'espèce humaine qui va devoir partir. Donc, nous ne sommes pas obligés de renflouer Wall Street. Nous n'avons pas à nous soumettre à leur logique. Tout ce que nous avons à faire, c'est au lieu de se plaindre de Wall Street, il faut éliminer Wall Street. Il faut éliminer les institutions similaires aussi. Il faut éliminer le royaume saoudien et les autres pestilences qui travaillent avec eux. Et il faut savoir aussi comment faire ce changement-là. Il faut organiser des institutions qui n'existaient pas au préalable, notamment comme les nations du BRICS qui sont en train de créer différentes banques, donc la nouvelle banque de développement. Donc, comment est-ce qu'on fait ce genre de changement-là? Ben, premièrement, il faut dire aux gens d'arrêter d'être stupides. Bon, évidemment, on ne fait pas simplement leur dire d'arrêter d'être stupides. Je pense pas qu'ils vont prendre ça de bonne manière. Ils vont pas aimer ça. Mais en fait, la situation est que pour éduquer la population, il faut avoir le courage de devenir un professeur plutôt que de rester un étudiant. Et que pour être professeur, il faut être qualifié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder Wall Street. Il faut regarder que cette institution-là est en faillite, est en banqueroute. Et que, pourquoi elle est en banqueroute? Elle est en banqueroute parce que Wall Street a eu l'opportunité dans le passé de tout voler. Et que maintenant, le voleur n'a plus rien à voler. Et il est en train de carrément prendre des vies. Donc, il faut créer une situation pour combattre. Il faut prendre la force, il faut prendre la puissance de cette oligarchie-là et lui enlever le plus rapidement possible. On ne peut pas négocier avec des oligarches, mais on peut leur prendre ce qu'ils ont et les forcer à avoir l'air ridicule et les mettre de côté d'une manière pour de bon. Donc, l'espèce humaine n'est pas un esclave. L'espèce humaine, ce n'est pas la cupidité. L'espèce humaine, ce n'est pas la richesse, ce n'est rien de tout ça. L'espèce humaine, l'humanité, c'est en fait la continuité des caractéristiques naturelles des membres de l'espèce humaine. Non pas des espèces animales et encore moins des oligarches, qui souvent sont pires que des animaux. Donc, notre équipe, l'équipe du mouvement Larouche, est d'accord qu'il nous faut ajouter cette question d'autorité, qu'il faut créer une autorité autour, en fait, du seul argument autoritaire pour défendre l'humanité. Et ça, c'est le fait que l'humanité est caractérisée par son habileté, qu'aucun animal ne possède. Donc, son habilité, en fait, d'être créatif. Et c'est la seule chose qui a de la valeur, maintenant. En fait, qui a toujours eu de la valeur. Cette créativité humaine. Parce que c'est la seule chose qui fait la différence. Si on perd toutes les personnes qui ont une certaine connaissance, qui ont une certaine sagesse, on perd tout. Donc on peut perdre des animaux, mais on ne peut pas se permettre de perdre l'espèce humaine. Si l'espèce humaine se fait écraser, si l'espèce humaine est disparue, alors la planète deviendra, enfin, il n'y aura plus aucun but. Et on pourra dire, en fait, il faut dire, pour éviter ça, il faut dire quelles sont les tactiques, quelles sont les stratégies. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, Wall Street, on réorganise Wall Street le plus vite possible. On se débarrasse de ça.
Et donc, la situation continue. Mais en fait, M. Larouche veut vraiment donner un sens que il ne s'agit pas ici de simple théorie monétaire. Il ne s'agit pas ici de simplement changer un taux d'intérêt par-ci ou de mettre plus d'argent pour les pauvres, etc. Non, il faut que la population saisisse la nécessité d'un changement de conception de l'espèce humaine en soi. Sans cette nouvelle conception humaine, la crise actuelle va perdurer. Et en fait, c'est là où on parle de renaissance, pas simplement de créer des infrastructures ou de faire des projets de développement. Une renaissance veut dire qu'on réorganise notre esprit, on réorganise l'esprit de la population et on redéfinit l'être humain de la bonne manière. Donc, l'être humain n'est différent de l'animal que par sa créativité, son habileté à faire des découvertes et à appliquer ces découvertes-là pour son propre développement et le développement continuel de la Terre, le système solaire et ce qui va au-delà de ce système. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Donc, réfléchissez bien à ce qui a été dit dans cette présentation-là. On ne peut pas simplement se permettre de rester spectateur maintenant. La situation en Ukraine va peut-être s'aggraver, va peut-être s'améliorer. Les relations entre les Russes et les Américains vont peut-être s'améliorer aussi, mais il ne faut pas fermer l'œil. Il faut continuer à promouvoir une véritable conception de l'économie physique, telle que stipulée par Lyndon LaRouche et telle que démontrée par les nations du BRICS actuellement, ce depuis environ l'année 2013. Donc, les développements pour augmenter les conditions de vie, pour améliorer les conditions de vie à travers le monde, et ce qui implique aussi le développement de nouvelles technologies comme la fusion nucléaire. Et ça, il n'y a pas de meilleure chose auquel on peut faire, et c'est en fait le développement de cette fusion qui est le véritable bonhomme 7 heures pour le système impérial. Parce qu'à chaque fois dans l'histoire qu'on a réussi à dévoiler au grand jour les capacités créatives de l'espèce humaine à travers différentes découvertes, eh bien, le système impérial perd des plumes et la fusion nucléaire pourrait être le dernier clou dans le cercueil de l'oligarchie qui nous permettrait justement de nous libérer de cet impérialisme qui est en fait une idéologie basée sur l'ignorance crasse et le refus de recherche de vérité. Donc, retournons à cette recherche de vérité, cette recherche de la solution basée sur l'économie physique représentée par les BRICS et mettons fin au danger de guerre mondiale qui sévit maintenant. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Nous sommes le 13 février 2015. Donc aujourd'hui pour la présentation, évidemment on va parler de ce qui s'est passé cette semaine concernant la situation en Ukraine. On sait qu'on a eu une rencontre à la ville de Minsk où les Russes, les Français, les Allemands se sont rencontrés et par la suite il y a eu aussi un appel conférence qui était fait avec ce trio et le président ukrainien actuel. Mais pour bien comprendre la situation, je pense qu'il faut prendre un autre point de vue que celui qui nous est soumis par les médias. En fait, les médias qui préfèrent ont deux options, soit de ne pas parler d'un sujet important ou de trafiquer le sujet pour, mentir à la population sur les véritables enjeux concernant la mobilisation internationale du mouvement Larouche, mais aussi un point très important qui est
en fait un faux choix que la population a à faire, c'est-à-dire le faux choix entre la dictature de la minorité, ou ce qu'on pourrait appeler la volonté de la minorité, donc la volonté d'une oligarchie ou d'une oligarchie financière, par exemple, ou la dictature de la majorité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que pour en fait se sortir de l'impérialisme, doit-on simplement laisser tomber ou se débarrasser plutôt des dirigeants corrompus qui nous gouvernent et de remplacer cette gouvernance corrompue par une espèce de politique de référendum, ce que certains appellent une démocratie directe, comme étant la solution à nos problèmes. Et évidemment, je vais en parler plus tard, mais dans les deux cas de dictature, on a affaire en fait à une dictature de l'ignorance et une dictature en fait de l'arbitraire, plutôt qu'une politique en fait où la raison prime et où la population, autant la minorité que la majorité, se penche sur la véritable alternative, donc les véritables politiques, plutôt que les politiques défendues par un groupe pour différentes raisons populistes ou arbitraires. Donc, on va beaucoup en parler vers la fin de notre présentation, mais je tenais à le dire maintenant, l'analyse de M. Larouche va être cruciale pour se sortir de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, on a évidemment, comme je disais, les différentes rencontres qui ont eu lieu concernant l'Ukraine. Donc, le danger de guerre, là, pas simplement une guerre civile, mais le danger de guerre, en fait, entre les États-Unis et la Russie de la situation actuelle. Parce qu'on s'est fait bombarder depuis les dernières années concernant l'Ukraine. On nous a parlé de la Russie comme étant, en fait, le grand méchant loup dans toute cette histoire-là. Et on oublie, en fait, les conditions générales, les conditions historiques dans lesquelles on se trouve. Et pour faire un petit discours d'introduction, il faut se rappeler que nous sommes maintenant, c'est-à-dire vous, moi, tous les gens de la planète, nous sommes dans l'effondrement d'un système économique impérial mondial. Donc le système représenté par les factions financières de Wall Street et surtout les factions financières de la City de Londres et plusieurs de ces banques qu'on appelle too big to fail, ou aussi les factions de la monarchie britannique, sont en fait en plein effondrement. Leur système impérial, leur système de pillage, leur système d'oppression, de dictature est en train de s'effondrer. Et du même coup, plusieurs nations, dont notamment la Russie et la Chine, en fait mènent la bataille pour laisser tomber ce système impérial, ou plutôt l'aider à tomber plus vite, et permettre la construction d'un nouveau système basé sur le bien commun et la créativité humaine, comme le stipule depuis déjà plusieurs décennies l'économiste américain Lyndon LaRouche, qui est l'économiste moderne qui a su identifier la véritable cause du développement économique, ce qui est en fait la promotion et le développement de la créativité humaine à travers les générations. Donc on va évidemment reparler de ça. M. Larouche avait beaucoup à dire cette semaine et la semaine dernière